Réplique. Alain Finkielkraut. Vichy hante la mémoire française. Guerre d'Algérie, mai 68, attentat à la rue Copernic, phénomène Le Pen. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle révèle qu'à chaque crise, petite ou grande, le spectre du fascisme et du pétinisme ressurgit. Il en est de Vichy en France comme du Troisième Reich en Allemagne. C'est selon la formule de l'historien contesté Ernest Nolte, dont nous avons parlé il y a 15 jours ici même. C'est un passé qui ne veut pas passer. Henri Rousseau, qui est né après la guerre, en 1954, a voulu faire l'histoire de cette obsession. Il a retracé dans un livre très vivant, très documenté, parfois polémique, la chronique de ce passé qui ne passe pas. Le livre s'intitule « Le syndrome de Vichy ». Et Henri Rousseau est ici avec Raoul Girardet, qui est historien, dont les travaux sur le nationalisme font autorité, et qui a, lui, vécu, en s'y engageant, la période dont traite le livre d'Henri Rousseau. Comment ressent-il cette historisation de sa propre mémoire? C'est ce que j'aimerais lui demander. Mais je voudrais d'abord savoir, et demander donc à Henri Rousseau, qui utilise dans son titre le syndrome de Vichy et dans le corps de l'ouvrage un vocabulaire obstinément psychanalytique. Il est question de résistance, de refoulement, de névrose, etc. Je voudrais demander donc à Henri Rousseau s'il souhaite, par son livre, contribuer à guérir les Français de cette période, à refroidir cet objet, à débarrasser notre présent, notre vie d'aujourd'hui de sa présence encombrante, en le rangeant, comme dirait Péguy, dans le département des hier à la Bibliothèque nationale. Bref, s'agit-il pour vous, Henri Rousseau, de libérer nos consciences de l'emprise de Vichy? Henri Rousseau. Ce serait bien présomptueux. Je dirais, pour parler très rapidement de moi et du projet, que c'était d'abord une tentative de me libérer moi-même de cette obsession, en ce sens que, commençant à travailler sur l'objet même, sur Vichy, sur l'occupation, il s'est trouvé un moment où je me suis senti bloqué, c'est-à-dire que je ne pouvais plus avancer, faire une histoire, je dirais, sereine, scientifique, enfin classique sur l'époque, tant les réminiscences et l'actualité de Vichy et de l'occupation étaient importantes dans mon vécu quotidien. J'ai commencé à travailler sur Vichy au tournant des années 70-80, et c'est l'époque où précisément un nombre d'affaires assez importants rejaillissent et ressortent dans l'actualité. Donc le projet au départ, c'est bien ça, c'est d'essayer de voir s'il était possible de faire une histoire de Vichy d'abord, et une histoire qui soit une histoire, je dirais, acceptable, qui soit une histoire autant soit peu sereine. Mais la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de dire, bon, avant de faire cette histoire-là, il faut d'abord que j'essaie de comprendre pourquoi Vichy n'est pas passé, pourquoi justement ce passé reste aussi présent, pourquoi est-ce qu'il est toujours aussi vivant. Et en ce qui concerne la métaphore psychanalytique, parce que je ne pense pas l'avoir utilisée de façon obsessionnelle, mais il y a une métaphore, c'est vrai, elle est venue d'une interrogation très simple, c'est que la plupart des historiens, pour désigner une période qui est, disons, les années 60 et celle du gaullisme, parlaient de refoulement, le refoulement de Vichy, le refoulement de la collaboration, de l'antisémitisme, etc. Et le terme refoulement allait de soi. Et je me suis demandé, bon, mais si le terme refoulement va de soi, qu'en est-il du reste? Dans la mesure où j'essaie de faire une périodisation, il m'a bien fallu à un moment définir cette périodisation et trouver les mots. Et j'avoue que parlant de la mémoire, parlant de quelque chose qui est, même pour l'historien, même après une enquête avec des documents, des citations, quelque chose qui est de l'ordre de l'insaisissable, j'ai eu recours, c'est vrai, à une métaphore psychanalytique que je maintiens. Je ne pense pas qu'elle soit explicative. Simplement, mon vœu, c'est pas, non pas de guérir les Français, encore une fois, ce serait parfaitement présomptueux, mais leur proposer une analyse. À partir de cette analyse, on peut être d'accord ou la refuser, mais en tous les cas, il y a une espèce de fil qui permet de comprendre le problème dès ses origines, c'est-à-dire dès la fin de l'occupation jusqu'à une date que je ne fixe pas, puisqu'à mon avis, ça va continuer. Raoul Girardet, qu'est-ce que vous avez pensé de cette analyse et comment la résumeriez-vous? Oui, ce que j'ai pensé, c'est un petit peu difficile à définir dans la mesure où je suis effectivement professeur d'histoire et où en même temps je suis le plus âgé d'entre nous et où je suis témoin. Et il n'est pas toujours facile finalement de concilier les exigences de la méthode historique avec le témoignage vécu, le témoignage existentiel. Et moi j'étais ravi du livre de M. Rousseau. Ravi parce qu'il il concerne un vrai problème, celui effectivement d'un épisode de notre histoire qui ne passe pas, au sens où on peut dire que quelque chose ne passe pas. Et il est bon de s'interroger effectivement sur ce non-passage.
sur cette espèce de chancre ou de cancer, pour utiliser d'autres métaphores, qui effectivement pèse encore sur notre présent. Alors moi, j'ai une explication qui d'ailleurs rejoint celle que vous suggérez, qui d'ailleurs n'est certainement pas la seule, car il y en a bien d'autres, et qui tient à la fois justement à l'explication historique et à l'explication du témoin. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez l'un et l'autre. Et qui est, car c'est ce qui me frappe, c'est quand même le décalage entre deux mémoires. La mémoire dont vous faites l'historien, surtout, pas uniquement, mais dont vous faites surtout l'historien, et qui est en quelque sorte la mémoire organisée, la mémoire structurée, la mémoire idéologisée, et tout compte fait, la mémoire partisane. C'est la mémoire, une certaine mémoire gaulliste, c'est une certaine mémoire vichysoise, et c'est aussi une certaine mémoire communiste. Il y a trois légendaires qui se heurtent, un légendaire effectivement strictement gaulliste, un légendaire de réhabilitation de Vichy, un légendaire communiste. Bon, et ça existe, et vous en faites les très bons historiens. Puis il y a l'autre mémoire. Il y a la mémoire réelle, il y a la mémoire du vécu du petit vichysois de base, si vous voulez, du garçon des chantiers de jeunesse, ou après tout de l'homme du riage. La mémoire du résistant, et où commence ou finit la résistance, c'est bien difficile de le dire. Entre un FTP d'une part et d'autre part quelqu'un qui communique vaguement des renseignements à ce qu'il croit être un réseau de résistance, et quel abîme. Et puis il y a la mémoire de ce qui s'est passé au fil des jours. Alors le fil des jours, ça compte quand même, car finalement ces mémoires organisées, structurées, elles sont en grande partie des mémoires artificielles par rapport à la masse des Français. De quoi se souviennent les Français lorsqu'ils parlent de cette période ? C'est pas très difficile de le savoir. Il suffit de bavarder avec des gens de mon âge ou avec des gens un peu plus âgés. Ils parlent du froid. Pendant ces 4 ans, on a eu très froid. Les appartements, en dehors de quelques privilégiés, n'étaient pas chauffés. On a eu faim dans n'importe quelle famille française, en dehors et réellement, moi j'ai un souvenir d'appétit jeune, mais d'appétit qui se fait. Il y a l'absence. Les prisonniers sont exclus de toutes ces mémoires. Or, près d'1 500 000 prisonniers en 1940, et il en restera près d'1 million à peu près, je crois, qui auront passé 5 années de captivité. Ça compte. Or, on ne parle jamais de la mémoire prisonnière. Elle existe, cette mémoire prisonnière. Et l'attente des familles, des prisonniers. Vichy s'est nourri en grande partie à partir du mythe du prisonnier que l'on protège, du prisonnier que l'on va faire venir. Ah, le maréchal, s'il n'y avait pas le maréchal, que deviendraient nos prisonniers? Alors, il y a cette mémoire quotidienne, et puis il y a la mémoire du militant, puisque j'ai été un peu militant, ayant fait ce qui est convenu d'appeler de la résistance, et ayant surtout fait quand même 6 mois de prison. Donc j'ai connu quand même beaucoup de résistants. J'ai été envoyé à Buchenwald, Dieu merci, je ne suis pas arrivé. Enfin, j'ai connu les wagons qui conduisaient à Buchenwald. Donc, je dois dire que je ne le retrouve jamais, absolument jamais. Et j'ai le sentiment personnel d'avoir été dépossédé effectivement de mon histoire, si bien que je n'ose jamais rien raconter. Je n'ose pas raconter parce que c'est pas conforme aux vérités officielles. Je sais très bien que, contrairement à la légende, Vichy n'a pas protégé, ou n'a que très peu protégé, et pendant une courte période de son histoire, il a quand même un petit peu protégé. Je sais très bien que la plupart des résistants n'étaient ni gaullistes ni communistes, et vous le dites. Je sais très bien que la vie d'un petit FTP, j'étais pendant 2 mois en prison avec un petit FTP qui était un petit garçon tout à fait admirable, à qui on faisait faire les choses les plus scandaleuses, les choses les plus absurdes, où le Parti communiste travaillait pour le communiquer, c'est-à-dire où il tenait à tout prix à avoir ses cadavres. Or, qui va le dire, tout cela ? Moi, je vis dans un état de frustration, car j'attends effectivement le geste libérateur qui me permettra de raconter mes petits-enfants, puisque les petits-enfants, mes campagnes. Autrement dit, il y a une mémoire bavarde qui emplit la scène publique, et il y a une mémoire en attente de récit, en attente d'expression, oui, qui est celle alors que vous trouvez dans les romans, la plupart, et qu'on trouve non pas dans la mémoire, dans la littérature romanesque, et non pas dans la mémoire institutionnelle, si on peut dire. Là, je crois qu'on est au cœur du projet, enfin en tous les cas de toute histoire qui se voudrait une histoire de la mémoire, qui est en soi un genre qui est quand même assez, je dirais, assez nouveau, parce que vous posez d'emblée, à partir de votre expérience et de votre vision aussi d'historien, une tension majeure. C'est que qui dit mémoire, c'est-à-dire représentation du passé, qui n'est pas une représentation historique, c'est-à-dire qui n'a pas une valeur construite, distanciée, etc., mais qui se rapproche du vécu,
dès l'instant où on parle de mémoire, on se trouve en présence de plusieurs mémoires. Alors, on peut faire les typologies de plusieurs manières. Là, vous avez distingué ce que j'essaie de faire également dans le livre, ce que j'appellerais une mémoire officielle, une mémoire organisée, une mémoire d'encadrement. C'est-à-dire, mémoire d'encadrement, c'est une mémoire qui est construite par des groupes précis, que ce soit des partis politiques, bon, dans le cas du gaullisme, c'est assez évident, ou que ce soit d'associations, comme par exemple l'association Pétain, qui est une toute petite association, mais dont le discours est beaucoup plus important et beaucoup plus fondamental que le nombre de ses adhérents réunis. Et puis il y a, à l'autre bout, il y a la mémoire individuelle qu'aucun historien, je crois, ne peut essayer de saisir dans sa collectivité. C'est pas possible. Mais en même temps, toutes ces mémoires-là, quelles que soient leurs différences, font partie d'une même collectivité. Et c'est en ce sens qu'on peut parler d'une mémoire collective. Alors ce que j'ai essayé de faire, ce n'est pas de dire la mémoire collective existe, c'est d'essayer d'analyser des manifestations de cette mémoire. Et c'est pour ça qu'on revient un petit peu sur la métaphore psychanalytique, c'est les manifestations de la mémoire dans ce qu'elles avaient de social, dans ce qu'elles avaient de collectif. Et alors justement, moi, je voudrais dire quelque chose à cet égard, parce que j'ai lu votre livre en fonction de son projet, faire une histoire de la mémoire, depuis que la mémoire fait partie, dites-vous, en vous référant à Pierre Nora, de l'atelier de l'historien. Mais en même temps, j'ai été vite gêné par ce terme, et je voudrais savoir ce que vous en pensez tous les deux, parce qu'il m'a semblé que, d'abord, il peut y avoir quelque chose de positif dans la persistance du passé dans le présent, donc ce n'est pas en soi quelque chose de mauvais, et précisément, avec le syndrome de Vichy, on n'avait pas une persistance du passé dans le présent, et votre livre montrait qu'il y avait au contraire une instrumentalisation, voire une occultation de ce passé. Tout à fait, oui. C'était une mémoire, non pas faite de persistance, mais faite d'occultation. Et je me suis dit, au fond, ce qui serait souhaitable, c'est pas de faire passer ce passé, mais au contraire de le faire revenir, c'est-à-dire de l'arracher à tout ce qui le recouvre, à toute cette pseudo-mémoire qui l'utilise, qui le recouvre ou qui l'occulte. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez l'un et l'autre dans cette perspective du travail d'historien Henri Rousseau et puis Raoul Girard. Oui, la seule chose sur laquelle je ne m'engagerai pas, c'est sur le il faut ou il ne faut pas. C'est-à-dire que ce que j'essaie... Non, je le dis très simplement, en sens que moi, je me sens incapable, je crois que les historiens sont parfaitement incapables de promouvoir à eux tout seuls, disons, une nouvelle approche, de réveiller les mémoires, si vous voulez, à eux tout seuls. Au contraire, ce que j'essaie de montrer dans le livre, et ça a été une découverte, c'est-à-dire que je l'ai découvert en travaillant sur ce livre, c'est qu'au fond, les historiens, comme les romanciers, comme les cinéastes dont je parle un petit peu dans le livre, sont porteurs d'une mémoire. C'est-à-dire sont porteurs avant tout d'une représentation du passé. Dans leur cas, c'est-à-dire les historiens qui ont travaillé sur cette époque, et quelle que soit leur nationalité, ils ont une représentation qui est construite, qui est analysée, qui est distanciée, qui est basée sur un certain nombre de documents. Mais le problème, c'est que dès l'instant où cette représentation devient publique, c'est-à-dire que dès l'instant où elle est publiée dans des livres, dès l'instant où elle va passer dans des manuels scolaires, dès l'instant où elle va avoir valeur d'exemple au niveau collectif, elle va entrer en concurrence avec d'autres mémoires. Ça fait très longtemps que les historiens essaient de dire ce qui s'est passé sous l'occupation. Ça ne veut pas dire que le message est passé, je dirais, au sein de la collectivité. Je prendrai un seul exemple. La révolution, entre guillemets, historiographique sur l'occupation, concernant l'histoire de l'occupation, date, disons, du début des années 70. Il a fallu attendre, avec le livre de Robert Paxton sur la France de Vichy, et puis d'autres, il a fallu attendre 10 ans, très exactement 10 ans, pour que cette innovation historiographique qui est restée limitée à un cercle d'initiés passe dans les manuels, et que la vision traditionnelle qui existait dans les manuels scolaires change brutalement à la faveur d'un changement de structure des programmes, et que tout d'un coup cette innovation, qui mettait notamment beaucoup l'accent sur ce qu'a été le régime de Vichy dans sa composante intérieure, apparaisse dans les manuels. Donc il y a quand même une différence énorme. C'est-à-dire qu'au moment où les historiens parlent et essayent de faire passer leur message, la société, elle, dans son ensemble, est prise dans un réseau de mémoires parfaitement contradictoires et qui s'opposent, qui ne sont pas simplement des mémoires partisanes, ennemies ou rivales, mais simplement des formes de mémoire qui sont différentes. Et c'est, je crois, ce qu'on appelle l'historisation. C'est le moment où l'historien, ou autre, peu importe, arrive et va déposséder le témoin de sa mémoire. Et ça, je crois que c'est un des problèmes clés, que ce soit en Allemagne ou que ce soit en France, notamment à propos de la mémoire du génocide.